Et du coup, Franck, maintenant qu'on a vu tout l'aspect finalement avant les humains, préhistoriques, proto-historiques, etc., je te propose de prendre le relais sur le reste. On a fait déjà le quiz, donc les gens se sont déjà donné une petite idée des réponses, tout ça, mais je ne savais pas quoi faire sur le Danemark. Puis je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est le Danemark? Donc, je vous pose la question, très chers collègues, à votre avis, le Danemark, c'est quoi? Ça paraît con comme question, mais il y a une réflexion derrière, Ouais. je vous promets. C'est l'endroit où il y a parmi le plus d'auditeurs de tout et de rien. Alors, Voilà, ça effectivement, reboucle. quand vous pensez à Danemark, quand on pense physiquement au Danemark, vous pensez à quoi? On pense au pays Danemark, on pense pas au royaume Non, Danemark. moi je pense au roule à la canette. L'Allemagne. D'accord. Et tu disais sinon... Moi je disais, on pense au pays, la petite péninsule qui est au nord en fait. On pense pas, enfin spontanément on pense pas au Groenland et aux îles Féroé quoi. Et alors quand tu penses péninsule au nord, tu penses à quoi exactement? La petite pointe, juste au-dessus de l'Allemagne. Ouais. Avec la petite île à droite de ça. Voilà, mais ça c'est en fait un petit morceau de ce qu'est le Danemark historique. Parce que le Danemark qu'on connaît aujourd'hui, il est le résultat de tout un tas de processus, notamment des grands processus nationalistes au XIXe siècle, qui vont fonder d'autres pays voisins. Il est le résultat aussi de la fin des guerres napoléoniennes et de conflits entre les pays scandinaves. Le Danemark, dans son extension la plus grande, c'est-à-dire l'union de Kalmar, qui en réalité n'est pas le Danemark à proprement parler, c'est le Danemark, la Norvège et la Suède, et ben ça va jusqu'en Carélie, donc jusque dans le sud de la Finlande actuelle, jusque dans l'ouest de l'Islande. Donc c'est une région, un régime politique qui s'étend quand même sur des distances assez gigantesques, qui correspond plus ou moins à ce qu'on appelle aujourd'hui les pays nordiques. Mais il y a un peu plus de détails à ça. La partie orientale, c'est la Suède, principalement composée pendant longtemps donc de ce qu'on connaît aujourd'hui de la Suède, moins le sud du pays, qu'on appelle la Scanie, qui est une région qui pendant très longtemps a été danoise. Les Danois ne contrôlaient pas seulement la partie occidentale des détroits entre la Baltique et la mer du Nord, ils contrôlaient aussi la partie orientale des détroits. D'ailleurs, le dialecte scanien, encore aujourd'hui parlé en Suède, est plus proche du danois que du suédois. C'est seulement à la fin du XVIIe siècle que la région va passer sous le contrôle de la Suède. Ça veut dire que pendant grosso merdo 800 ans, la région est danoise. De la même manière, la région aujourd'hui allemande qu'on appelle le Schleswig-Holstein, qui se situe dans le nord du pays, qui est un Länder, est en fait deux entités politiques, le duché de Schleswig et le comté de Holstein, et toutes les deux sont, depuis quasiment l'an 1000 jusque dans les années 1840, danoises. Donc le Danemark est bien plus grand sur ces périodes-là que ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. En fait, en termes de superficie, on peut faire le Danemark de l'époque fait deux fois et demi la taille de celui qu'il fait aujourd'hui. De la même manière, un fait qu'on oublie quand même assez souvent, c'est que bien que ce soit une union politique, le royaume de Danemark-Norvège est dominé par le Danemark. Et le Danemark-Norvège existe jusqu'en 1814, jusqu'à la fin des guerres napoléoniennes, au moment où la Norvège est récupérée par la Suède, qui elle-même a perdu la Finlande face à la Russie. C'est une forme de compensation que vont donner les puissances coalisées au nouveau roi de Suède, un certain Bernadotte, un nom bien cocorico, puisque c'est un Français, hein, le souverain à la tête de la Suède toujours aujourd'hui descend d'un général français. Ok, incroyable. Là où les autres pays scandinaves ont des monarques, dirons-nous plus locaux, même si en réalité c'est pas tout à fait exact. Quand on regarde la totalité de l'arbre généalogique, mais on n'est pas là pour ça. Arrête de papillonner, Franck. Donc, on a un Danemark qui va être en réalité beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est en partie pour ça qu'on va ensuite avoir, à peu près, dans un premier temps, au début du Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Moyen-Âge central, ce que les gens considèrent comme le Moyen-Âge classique après l'ère viking, et surtout à la fin du Moyen-Âge, surtout au XIVe et au XVe siècle, qu'on va avoir ce qu'on appelle l'union de Kalmar, donc on a parlé tout à l'heure dans les quiz, qui est une union politique donc entre le Danemark, la Norvège et la Suède. Donc une union qui domine tout le nord de l'Europe,
Mais en réalité, ce territoire gigantesque, bien qu'il apparaisse de manière impressionnante sur la carte, il est pas aussi puissant qu'on pourrait l'imaginer. Déjà, le royaume du Danemark en lui-même, si on compte le Schleswig et le Holstein, qui sont également deux entités politiques séparées du Danemark, c'est d'ailleurs ce qui posera bien des problèmes un peu plus tard, cette entité donc du royaume du Danemark et ses deux vassaux continentaux comptent à peu près la moitié de la population de l'Union, ce qui leur permet d'avoir une domination entre guillemets quasi sans partage sur le reste des pays scandinaves. C'est d'ailleurs ce qui frustre majoritairement la Suède, qui, bien qu'officiellement ils aient des institutions séparées, va régulièrement se retrouver en conflit, notamment dynastique, sur le choix des souverains danois. Autre fait d'ailleurs qui est intéressant sur cette époque, c'est que les souverains suédois, s'ils peuvent être en compétition, c'est parce qu'ils ne sont pas héréditaires. Parce qu'on pense toujours à monarchie héréditaire quand on pense à la monarchie. En réalité, il y a beaucoup de pays au Moyen-Âge et même après qui ont des monarchies électives. Autrement dit, lorsque le souverain décède, on lui choisit un successeur, la plupart du temps parmi les grands aristocrates, soit parmi la famille du souverain précédent, soit parmi les personnes influentes du moment, voire, comme c'est le cas par exemple en Pologne, on choisit des candidats étrangers qui pourront amener des alliances diplomatiques, et c'est aussi le cas de la Suède. Évidemment, ça, quand on veut contester le souverain d'à côté, qui est censé être aussi le souverain de chez soi, c'est plus facile, puisqu'il suffit de dire « bah non, j'élis pas le même ». Et c'est ce que vont faire les Suédois à peu près 6 fois, jusqu'à finir par faire fuir les Danois, qui finissent par en avoir marre d'insister. Cette relation conflictuelle avec la Suède, d'ailleurs, va en partie pourrir la situation des deux États, puisque du coup ils vont se tirer la bourre en permanence, notamment donc pour le contrôle de certains territoires comme la Scanie que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi pour des territoires plus loin à l'est, notamment dans la Baltique. On pensera notamment aux pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, la Suède allant jusqu'à participer à provoquer un événement cataclysmique en Pologne qu'on a appelé le déluge. Vous dire si ça a laissé des marques. De mémoire, c'est 1/3 de la population qui disparaît et le pays ne se relèvera jamais de cet événement. Waouh. C'est un peu vénère. C'est carrément vénère. Cependant, la Suède, n'étant pas aussi peuplée que le Danemark, ne pourra pas non plus entériner ses conquêtes et elle finira par être remplacée à l'est par la Russie. Le Danemark, lui, après avoir définitivement perdu donc la Suède, se concentrera sur ses positions occidentales et sur les jeux politiques dans le Saint-Empire. Puisqu'en plus du Schleswig-Holstein, ils vont aussi avoir plusieurs possessions côtières en Poméranie notamment, dans le but, dans un premier temps, de combattre ce qu'on appelle la Ligue hanséatique. C'est une grande ligue commerciale nord-allemande qui fait beaucoup chier, pour le dire très clairement, un certain nombre de souverains, notamment parce qu'ils font du commerce sans leur accord et sans leur reverser quoi que ce soit, ce qui, pour tous ceux qui aiment les taxes, les délicieuses taxes, est évidemment particulièrement agaçant. Le Danemark va donc continuer, après la Ligue hanséatique, à s'impliquer dans les jeux politiques du Saint-Empire. D'ailleurs, pendant une courte période, il fera même partie du Saint-Empire. Mais après s'être libérés, c'est eux qui vont commencer à jouer avec les sentiments germaniques, notamment durant les guerres de religion, puisque le Danemark, comme la Suède d'ailleurs, vont intervenir durant la guerre de 30 ans et provoquer là encore tout un tas de terribles événements que nous n'évoquerons pas ici, parce qu'on n'a pas le temps et parce que c'est pas le sujet. Mais le Danemark reste donc un acteur quand même majeur de la période et de la région. Comme l'a dit Marc aussi, ils vont partir faire des colonies. Donc on l'a dit, ils vont faire des comptoirs en Inde, ils vont faire des comptoirs en Afrique, principalement dans un premier temps pour pouvoir avoir des bases de ravitaillement pour se rendre dans leur comptoir en Inde. Comptoir qui d'ailleurs pour certains se trouve juste à côté de mémoire de Pondichéry et des comptoirs français. Et ils vont aussi avoir des colonies en Occident, dans les Indes occidentales, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les îles Vierges, possession des États-Unis, qui sont à la base des îles colonisées donc par les Danois. Cependant, le Danemark et la colonisation, ça va pas durer très très longtemps, et en fait au 19e siècle, ils se rendent compte que ça leur coûte énormément d'argent pour un retour économique finalement assez faible, surtout après la fin du régime des plantations et l'abolition de l'esclavage, et c'est ce qui fait en partie que les Danois se débarrassent du territoire et le vendent aux États-Unis.
Il garde cependant d'autres colonies, puisque à l'époque, ce sont quand même, on peut les considérer comme des colonies, notamment le Groenland, qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui à la base n'est pas une colonie danoise, c'est une colonie norvégienne. Ok. D'ailleurs, la Norvège sera assez furieuse de se faire piquer ses colonies et ses dépendances, notamment les îles Féroé et l'Islande, qui ne sont donc pas originairement des colonies danoises. D'ailleurs, ce sont des territoires qui aujourd'hui encore ont une autonomie, une langue et une culture différente de celle des Danois, que ce soit dans les îles Féroé ou dans l'Islande qui est devenue indépendante. Groenland, d'ailleurs, lui-même est sur le chemin de l'indépendance aujourd'hui, même si cette indépendance est menacée par des canards à l'orange. Comme cela a été démontré, les pingouins finissent toujours par gagner. Oui. Donc, bientôt, peut-être, le Danemark deviendra effectivement un petit État, en termes géographiques, exclusivement européen, si le Groenland finit par décider de son indépendance. C'est pas encore fait, mais au vu des résultats électoraux des partis indépendantistes et au vu de l'ambiance générale, ça paraît quand même plutôt dans la ligne de mire des Groenlandais. Après, au vu de la situation actuelle, il est possible qu'ils retardent leur indépendance sous la législature jusqu'à la législature suivante, histoire de pas être emmerdé. Mais voilà, ça reste, l'indépendance du Groenland est très clairement, semble-t-il, dans les cartons. Malgré tout, le Danemark essaye quand même de maintenir une relation cordiale avec son grand territoire de l'Ouest. Et d'ailleurs, on peut les saluer, ils n'ont pas hésité à défendre diplomatiquement leur territoire, mais pas selon leur choix, c'est-à-dire que on peut le noter quand même, la première ministre danoise expliquant que l'avenir du Groenland appartenait aux Groenlandais et pas aux Danois. Ce qui est intéressant à noter quand même. Bah écoute, c'est quand même pas mal de dire des choses comme ça. Inspirez-vous les gens. C'est clair. Donc après, le Danemark fait quand même partie aujourd'hui des pays qui sont regardés à l'international, autant pour leur niveau de vie que pour leur qualité de leurs prestations sociales, que pour leur niveau de démocratie. Alors, comme on l'a dit, ça n'a pas forcément toujours été le cas. C'est quand même un pays qui a été longtemps en avance sur bien des domaines, y compris en archéologie, puisque toutes les découvertes que vous a montré Clément, c'est aussi en bonne partie parce que le Danemark fait partie des premiers pays dans le monde à faire de l'archéologie. Voilà. En France, on a tendance à... Je pense qu'on peut applaudir le Danemark. En France, c'est vrai je le dis parce qu'en France, on a tendance à se penser comme les grands maîtres et les grands inventeurs de l'archéologie, parce que on a des préhistoriens notamment qui font des grandes découvertes sur Néandertal, sur Cro-Magnon, etc. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Les Danois vont être parmi les premiers à avoir des chaires, alors pas d'archéologie au début, mais qui vont très vite devenir des chaires d'archéologie, et qui vont s'intéresser et protéger leur patrimoine avec des législations qui apparaissent dès le milieu du 19e siècle. Ok. Donc voilà, quand je dis c'est parmi les premiers, on est vraiment parmi les premiers à faire de la législation pour protéger leur héritage culturel. D'ailleurs, les musées à Copenhague sont très très chouettes. Le musée d'histoire naturelle, le musée d'archéologie sont très très cool tous les deux. En effet. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des problématiques nationalistes. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais le Schleswig-Holstein, qui représente quand même un très gros morceau du pays à l'époque, est largement majoritairement peuplé par des germanophones. Et évidemment, qui dit 19e siècle, dit Bismarck, dit nationalisme allemand. Et évidemment, les populations germanophones vont réclamer de plus en plus leur rattachement à une entité germanique. Ils sont pas forcément d'ailleurs favorables à intégrer directement la Prusse ou l'Empire, mais en tout cas, ils vont vouloir plutôt se diriger vers l'Allemagne que vers le Danemark. Ce qui évidemment emmerde beaucoup le roi du Danemark, parce que comme on l'a dit, après la perte de la Scanie, la perte de la Norvège, voilà, c'est quasiment la moitié de son territoire qui se barre. Donc évidemment, il n'est pas trop chaud. Le problème, c'est que comme la population de la totalité de ces comtés et de ce duché est majoritairement germanophone, et qu'elle est autant peuplée, voire plus, que le reste du Danemark, l'intégrer directement dans le royaume du Danemark, en lui donnant les mêmes droits électifs que les autres, reviendrait à faire du Danemark un pays à majorité germanique. Donc évidemment, ça pose énormément de problèmes. Il va d'ailleurs y avoir 2 guerres qui vont déboucher sur la défaite du Danemark et la perte de la totalité du Schleswig et du Holstein, y compris des territoires à majorité danoise. D'ailleurs, on l'a dit aussi tout à l'heure dans le quiz de Marc, malgré sa neutralité durant la Première Guerre mondiale, les Alliés vont donner les territoires allemands du Schleswig au Danemark afin d'affaiblir l'Allemagne.
Danemark qui d'ailleurs va refuser d'en prendre un peu plus, puisque les Français et les Anglais à la base étaient motivés à tout leur donner, au moins jusqu'au canal de Kiel, un canal très important qui relie la mer du Nord et la mer Baltique sans passer par les détroits contrôlés par les Danois. Mais comme on l'a dit, le Danemark à ce moment-là a un peu fait le deuil, je pense, de ses territoires et refuse de récupérer des territoires peuplés de germanophones, qui pourrait poser problème par la suite si jamais un régime nationaliste venait à prendre le pied en Allemagne et à réclamer le retour de ces territoires. Alors je sais pas si les Danois ont eu du nez. Ils ont lu l'avenir dans les tripes d'un phoque. Ou s'ils étaient juste, voilà, ou si j'étais juste entre guillemets bien mis et qu'ils avaient réussi à comprendre que peut-être que jouer juste sur de l'expansion, c'était pas la meilleure idée qui soit. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ils vont refuser de récupérer ces territoires qui, pourtant, historiquement, ont été bien plus longtemps danois qu'allemands. Le Schleswig et le Holstein ont passé quasiment 800 ans dans le Danemark, alors qu'ils ne sont allemands que depuis à peine 2 siècles. Donc, petit balayage rapide pour dire que ce qu'on pense être le Danemark aujourd'hui, en réalité, c'est finalement une petite partie de ce qu'est le Danemark historique. Je l'ai évoqué très rapidement, mais voilà, il y a une union politique avec la Norvège, dans laquelle la Norvège est quand même le partenaire mineur de cette union, et qui va durer pareil quasiment 800 ans. Je l'ai pas évoqué non plus, tu l'as évoqué dans ton quiz tout à l'heure, il y a un truc qui s'appelle le Danelaw. En fait, dans le nord de l'Angleterre, lors des invasions vikings, ce sont majoritairement des envahisseurs danois qui vont s'installer dans le nord de l'Angleterre, là où les Norvégiens vont plutôt s'attaquer au nord de l'Écosse et à l'Irlande. Et ces Danois d'ailleurs vont réussir, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image des envahisseurs vikings venus du Danemark ou de la Norvège qui finissent par être repoussés par les guerriers anglo-saxons et le Wessex qui finira par devenir l'Angleterre. Non. Alors, petit spoiler, mais l'Angleterre va rester dans le giron nordique jusqu'à la défaite de Harald à Stamford Bridge en 1066. À peine quelques jours avant l'arrivée de Guillaume le Conquérant et le rattachement du coup de l'Angleterre à la sphère ouest européenne. Sacré Guillaume. Pendant tout le siècle qui précède, les rois anglais sont parfois et régulièrement des rois danois ou norvégiens, comme par exemple Knut le Grand, qui contrôle donc la Norvège, le Danemark et l'Angleterre. Tout à fait. Donc le Danemark quand même a eu, on peut lui reconnaître, il a eu ses moments de gloire, il a eu ses heures de gloire avec des personnages hauts en couleur. On l'a dit, Harald à la dent bleue, Harald Bluetooth, qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi beaucoup d'autres, pas mal de scientifiques, d'explorateurs aussi, qui vont aller découvrir des territoires dans le Grand Nord ou dans le Grand Sud d'ailleurs. Donc pas mal de personnages historiques et surtout un impact territorial et un impact politique qui s'étend sur toute la mer Baltique et sur tout le nord de l'Europe. Ce qui, quand on regarde une carte aujourd'hui, ne vient pas de soi. Oui, effectivement. Quand on regarde le royaume du Danemark aujourd'hui. Après, comme on l'a dit, ils ont échangé un grand empire qui a dominé pendant très longtemps la Baltique et la mer du Nord, contre un pays avec l'un des meilleurs niveaux de protection sociale de la planète. Finalement, est-ce que ça valait pas le coup Malgré tout, voilà, je pense que nos amis danois ne s'en sont pas trop mal tirés. Dites-nous les Danois dans les commentaires. Si vous préférez avoir un empire colonial ou alors être heureux. Parce que visiblement les deux c'est pas possible. Il faut choisir. Choisissez. Et choisissez bien et vite. Nous, le bon choix, on le connaît. D'accord. Mais, bon. Mais vous, dites dans les commentaires le bon choix. Merci Franck pour beaucoup de papillonnage. Non mais c'était très complet, c'était chouette. J'en profite parce que tu as parlé de Stamford Bridge. Les auditeurs danois ou français, on vous invite à aller voir la chronique du Ben sur le dernier Viking qui est absolument super, c'est très complet, c'est 50 minutes mais c'est hyper intéressant. Notamment ça retrace l'histoire du dernier Viking. On pourrait en faire un film, tellement c'est hyper intéressant. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.